Alors, bonjour à tous. Voilà, je m'excuse pour la technique qui a un petit peu décalé le début de notre présentation. Est-ce que vous m'entendez tous et est-ce que vous me voyez bien? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je puisse avoir vos retours. Pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre et à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes bien présent. A priori, pour l'instant, ah, ça y est, j'ai les premiers retours. Bonjour Alan. Donc a priori, c'est bon, ça fonctionne. Parfait. Eh bien, donc déjà dans un premier temps, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires si vous en avez tout au long de la présentation. Je vous remercie d'être présent avec nous. C'est vrai qu'on est dans un contexte un peu inédit. Cette crise du Covid-19 peut angoisser, peut avoir des côtés angoissants, mais d'un autre côté, on va essayer d'en tirer du positif et on va trouver des nouvelles manières de travailler. Ça passe entre autres par un Facebook Live. Donc c'est vrai que on a vu que des confrères faisaient cet exercice-là et que on a trouvé que c'était plutôt intéressant et une manière de rester proche de vous et de pouvoir vous transmettre des informations différentes que par nos emailings. Donc, eh bien, si ça vous convient et si vous le souhaitez, on réitérera l'exercice. Je voulais profiter aussi de ce petit temps qui nous est accordé là pour remercier particulièrement toutes nos équipes qui, c'est pareil, en un temps record, se sont réorganisées, ont trouvé des nouvelles méthodes de travail pour télétravailler de leur domicile. Et puis notamment, je veux faire un merci tout particulier à nos équipes du pôle social parce que je sais que elles sont assaillies de questions, que c'est pas toujours évident d'y répondre parce qu'on n'a pas toujours tous les textes et toutes les précisions qu'on aimerait avoir dans ce contexte inédit. Les textes ne prévoient pas tout. Donc voilà, un merci tout particulier à elles. Je sais que c'est pas simple de se retrouver isolé quand on a l'habitude d'échanger en open space. Donc bravo les filles et continuez comme ça. On essaiera de répondre au maximum et d'être toujours disponible pour nos clients. C'est notre souhait le plus cher. Voilà, alors d'un point de vue pratique pour cette présentation, on va vous faire, je vais vous faire un petit exposé d'une petite demi-heure et puis je prendrai un temps à la fin pour voir les principales questions qui pourraient avoir été posées. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. En interne, j'ai des équipes qui se chargeront de vous accompagner, de répondre peut-être au fur et à mesure, et puis surtout de me transmettre en fin de présentation les principales questions qui auront été posées. Alors, en termes de sujets qu'on va aborder, on voulait profiter de ce moment pour faire le point sur les sujets d'actualité, en tout cas ceux sur lesquels on a eu des précisions dernièrement. Donc, on va faire un focus particulier sur l'activité partielle. On traitera également, parce que c'est extrêmement important, la question des prêts de trésorerie à mettre en place, puisque effectivement, on a eu des précisions en plus aujourd'hui. On parlera de l'aide de 1 500 €, puisque vous êtes nombreux à vous poser un certain nombre de questions sur
sur ce dispositif-là. Et puis on fera le point aussi sur les mesures qu'on attend et qui devraient être tranchées, enfin en tout cas sur les précisions qu'on attend qui devraient être tranchées par des ordonnances publiées demain au journal officiel. Donc on risque de revenir vers vous assez rapidement quand on aura eu réponse à ces différentes questions. Voilà, écoutez, je pense que tout le monde va arriver petit à petit là, donc on va pouvoir démarrer. Alors premier sujet, l'activité partielle. Alors, c'est vrai que peut-être en préambule sur ce thème-là, il faut bien avoir en tête que le dispositif de l'activité partielle, il a principalement pour objectif d'éviter le licenciement pour motif économique. Hein. Donc, en fait, quand la directe vous demande de motiver le recours à cette activité partielle, il va bien falloir montrer que vous avez essayé de tout mettre en œuvre pour éviter ce licenciement économique et donc mettre en place cette dernière mesure qui existe avant d'envisager le licenciement économique. Alors, ça veut dire que il va falloir se poser un certain nombre de questions et en tout cas y répondre dans le cheminement que vous ferez, dans l'argumentation que vous ferez pour la directe. Alors, il est évident que pour toutes les entreprises qui sont sous le coup d'une fermeture du fait des arrêtés du 14 et du 15 mars, là il n'y a pas de discussion possible. La directe ne pourra qu'accepter la demande d'activité partielle. Par contre, pour les autres entreprises, la question se pose. Alors, dans le cheminement, vous pourrez d'ailleurs voir sur notre site internet qu'on vous a fait une infographie qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on est capable d'organiser l'activité de l'entreprise avec du télétravail? Dès lors qu'on va pouvoir faire ce télétravail, la directe va dire non, moi je n'interviens pas puisque finalement l'activité elle perdure via le télétravail. Alors on pourra toujours opposer que parfois en télétravail on est moins productif, c'est moins facile, on n'a pas tous les outils sous la main, c'est un peu différent. Cette perte de productivité, elle ne fera pas l'objet d'une indemnisation par la directe. Hein. Ça c'est évident. Par contre, à côté de cette moindre productivité, vous pouvez aussi subir probablement une forte baisse d'activité. Hein, beaucoup moins de contacts clients, beaucoup moins des problèmes d'approvisionnement, etc. Donc, même si vous êtes capable de mettre en place du télétravail, vos équipes ne seront peut-être pas occupées, en tout cas pendant toute la durée du confinement et des restrictions qui sont mises en place. Dans ce contexte-là, ça veut dire que vous demanderez une demande d'indemnisation de chômage partiel pour réduction d'activité ou réduction d'horaire. Hein. Donc voilà, il faudra bien faire la part des choses entre la baisse de la productivité, ça il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'indemnisation en tout cas. Et par contre, s'il y a une baisse d'activité, là, effectivement, on peut espérer une indemnisation. Alors, pour pouvoir l'espérer, il faut effectivement argumenter auprès de la directe, donc écrire vraiment quelle est votre activité, comment ça se passe et quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place pour organiser le travail. Donc, on a parlé du télétravail. Si le télétravail n'est pas possible, est-ce que vous avez réorganisé votre activité en tenant compte des mesures de sécurité sanitaire que l'employeur doit mettre en place, hein, donc la distanciation minimum entre les opérateurs, le fait de pouvoir se laver les mains, etc. Donc la rotation des équipes, voilà, ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Si vous montrez que vous avez fait ces efforts-là, que vous avez essayé de mettre tout ça en place, a priori, la directe devrait vous accompagner. Maintenant, il va falloir prouver en fait votre baisse d'activité, vos difficultés d'approvisionnement ou en tout cas les différents les différents facteurs qui font que actuellement vous ne pouvez pas occuper la totalité de vos équipes
en travail, on travaille sur le lieu de travail ou en télétravail, d'accord? Donc pour ça, ça va être fournir tous les justificatifs que vous pouvez. Ça peut être très bien être des mails, des annulations de commandes de vos clients, des fournisseurs qui vous préviennent qu'ils interrompent les approvisionnements. Ça peut être des tableaux de statistiques de vos prises de commandes, etc. Ça va être un certain nombre de choses. Ça peut être aussi vos salariés absents pour garde d'enfants, etc. Et si vous avez trop de salariés absents, ça peut être compliqué parfois d'organiser le travail avec les restants tout en gardant un minimum de sécurité. Donc tout ça, il va bien falloir le documenter et l'expliquer à la directe. D'accord? Donc ça, c'est sur la démarche. Ça y est, là, on commence à avoir les codes pour avoir accès à vos espaces personnels et le retour d'expérience qu'on a, c'est que les réponses sont assez rapides et pour l'instant assez positives sur les dossiers qu'on a pu déposer. Ce qu'il faut aussi avoir en tête dans le cadre des démarches que vous pouvez faire, ça peut être aussi la partie congé payé, c'est-à-dire que alors, on verra un peu plus tard sur la partie ordonnance, mais vous pouvez aussi peut-être voir avec vos salariés pour profiter de cette période de chômage partiel pour quelque temps mettre les salariés plutôt en congé payé et donc pas en chômage partiel. Ça a plusieurs intérêts. D'une part, pour le salarié, c'est pendant cette période-là pas de perte de salaire puisque quand il est en congé payé, son salaire est maintenu. Et puis pour vous, au moins ça fera baisser le compteur et plus tard, quand l'activité aura repris son cours normal, eh bien il sera présent plus longtemps que ce qu'il aurait pu être s'il avait été en congé. Donc voilà sur la partie démarche. Alors au niveau indemnisation, il faut bien avoir en tête comment ça se passe le chômage partiel. Vous avancez le salaire à la fin du mois pour votre salarié, vous payez 70% du brut à votre salarié, sur lequel il n'y a pas de cotisation salariale ou patronale à la CSG CRDS près, ce qui veut dire que derrière votre salarié va toucher à peu près 84% de son net, d'accord? Et ensuite vous allez recevoir une indemnisation de la part de l'État. Cette indemnisation, alors à l'heure où je vous parle, elle est dans les textes à 7,74 €, mais on attend et Muriel Pénicaud le disait encore à la radio ce matin, apparemment dans les ordonnances qui vont paraître demain au journal officiel, on nous prédit que ce sera une indemnisation plus importante pour les employeurs, jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Hein. Puisque là, sinon, il fallait avoir en tête que grosso modo, pour les salariés au SMIC, il n'y avait pas trop de coûts pour l'employeur, mais au-delà, ça pouvait commencer à se chiffrer. Donc, en attente sur ce point-là des ordonnances qui paraîtront demain. Au niveau des conseils qu'on peut vous communiquer là sur les demandes d'activité partielle, c'est bien de faire les demandes jusqu'au 30 juin 2020 et non jusqu'au peut-être au 15 ou au 30 avril comme on pourrait espérer sortir de cette crise. Pourquoi? C'est parce qu'à partir du moment où vous allez finalement, peut-être que même si vous faisiez une demande jusqu'au 30 avril, le temps que l'activité reprenne, etc., et vous auriez encore un peu besoin de solliciter des heures de chômage partiel, eh bien dans ce cas-là, il faudrait faire une demande de prolongation, ce qui est un peu plus compliqué d'un point de vue administratif. Donc on vous conseille plutôt de demander une période assez longue et quelque part, c'est pas grave si vous n'utilisez pas toute cette période qui vous sera accordée. Voilà, autre point qui est important à avoir en tête, si vous avez l'habitude, si dans votre entreprise il y a des heures supplémentaires qui sont mensualisées, eh bien sachez que l'activité partielle n'indemnise qu'à hauteur de 35 heures par semaine. Toute heure supplémentaire ne fait pas partie du dispositif. Donc ça rajoute entre guillemets à la perte de salaire pour le salarié. Quand je vous disais 94% de son net, c'est bien 84% de son net dans le cadre des 35 heures, hors heures supplémentaires.
Voilà. Autre point, c'est si vous avez un comité social et économique, hein, donc pour les entreprises de plus de 11 salariés, les textes actuellement nous demandent de faire une consultation préalable du CSE avant la mise en place de l'activité partielle. Mais là encore, dans les ordonnances qu'on attend demain, normalement, cette consultation préalable ne serait applicable que pour les plus de 50 salariés. Donc à suivre. Et puis dernière chose peut-être qu'on peut évoquer sur l'activité partielle, c'est le fait qu'on est déjà le 25 mars, que vous n'aurez peut-être pas le retour de la directe avant d'établir les payes là de la fin du mois de mars. Donc dans ce cadre-là, si vous n'avez pas encore eu le retour de la directe, hein, même si elle s'engage à répondre sous 48 heures, voilà, ce sera peut-être un peu juste. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sous le coup d'une fermeture pour suite aux arrêtés du 14 ou du 15 mars, ou si vous pensez que votre argumentation est peut-être un peu légère, mieux vaut faire dans ces cas-là les payes normales, et puis derrière vous pourrez faire une régularisation sur le mois suivant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'activité partielle. Alors n'hésitez pas à aller consulter l'article qu'on a rédigé sur notre site internet et qui développe un petit peu tous ces sujets-là. Alors, a priori, tout le monde m'entend. Je vois que les commentaires continuent, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à continuer. De mon côté, je vais passer au deuxième sujet, donc sur la partie trésorerie. Alors effectivement, pour beaucoup d'entre vous là, l'activité s'est arrêtée assez brutalement et donc il y a très peu d'entrées de trésorerie. On l'a vu, il y a un certain nombre de décaissements que vous avez pu éventuellement reporter. Alors pour beaucoup, ce sont des reports, mais qui devront être rattrapés d'ici la fin de l'année. Donc c'est vrai qu'il faudra aussi bien en tenir compte dès que l'activité va reprendre son cours normal. Vous avez peut-être pu faire des décalages d'échéances en cours, de vos encours de crédit. Donc pour la plupart du temps, on a droit à 6 mois de prolongation en fait de la durée de l'emprunt qui est en cours. Sachez que vous pouvez également le faire pour tout ce qui est contrat de crédit bail. Ça peut être intéressant aussi. Et donc les banques et BPI France ont fait un communiqué de presse aujourd'hui pour préciser les conditions de recours aux prêts de trésorerie garantis par l'État. Donc le principe, c'est que ce sera un prêt qui pourra aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires hors taxe de l'année 2019. Donc 25%, ça représente en gros 3 mois de chiffre d'affaires. Et à des conditions très avantageuses, puisque il est question d'un taux de 0%, avec seulement 0,25% de frais de caution pour la première année, et surtout une franchise de paiement pour les 12 premiers mois. Donc, à l'issue de vous ne payez que les 0,25% de commission là sur les 12 premiers mois, et à l'issue de cette période d'un an, vous allez ensuite dire si vous voulez rembourser sur 1 an, 2, 3, 4 ou 5 ans l'encours que vous avez contracté. Donc c'est des conditions qui sont vraiment intéressantes et je pense qu'il va falloir s'en préoccuper assez rapidement. Pourquoi ? Parce que il est question de 300 milliards, d'une enveloppe de 300 milliards d'euros. Ça paraît énorme, mais finalement, au niveau de la France, c'est peut-être pas tant que ça, compte tenu de l'impact économique que cette crise peut avoir. Donc ne traînons peut-être pas trop à faire ces dossiers. Alors, des dossiers, sachez qu'en tant qu'expert comptable, nous, on a un accès privilégié pour monter ces dossiers auprès des banques. Et donc, ça vous évite d'avoir à faire une attestation pour monter le dossier de prêt. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir faire ces dossiers-là.
Ce que je voulais vous dire également, c'est comment déterminer le montant de l'emprunt. Donc, on l'a vu, ça peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Après, il faut parfois peut-être faire le point et vérifier que d'une part que ces 25% seraient suffisants. Peut-être pas, et ça veut dire qu'il faudra peut-être mettre d'autres solutions en place avec votre banque. Peut-être revoir les autorisations de découvert, etc. Mais ce qui est important, c'est de bien estimer quelle va être la perte d'exploitation que vous allez constater là sur cet exercice en cours. Donc, en partant de votre chiffre d'affaires, vous appliquez votre taux de marge. Donc, si on estime par exemple qu'il va y avoir 2 mois de chiffre d'affaires à zéro, eh bien, qu'est-ce que ça représente en termes de volume de marge? Derrière, vous avez peut-être réussi à décaler certaines échéances de crédit bail, comme je vous le disais tout à l'heure, ou peut-être certains loyers grâce à votre bailleur. Donc, à voir, ça peut être des économies qui peuvent être faites. Et puis, dans les autres économies, ça va être au niveau de si vous avez mis en place de l'activité partielle. Effectivement, le reste à charge pour l'employeur, enfin, la différence, ce sera entre vos charges de personnel normales moins ce reste à charge. Et voilà, vous avez l'économie qui sera faite. Hein, donc, bien évaluer cette perte d'exploitation. Et derrière, faire le point sur les décalages d'échéances que vous avez pu mettre en place, mais qui seront à payer d'ici la fin de l'année, pour évaluer le montant de la trésorerie à emprunter. Là encore, on a fait un article assez conséquent sur le site, donc n'hésitez pas à aller le consulter et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je voulais ensuite faire un point par rapport à l'aide des 1500 euros qui a été annoncée et pour lesquels plus on a des précisions, plus le champ d'application se restreint, malheureusement. Donc, le principe, c'est que cette aide, elle serait destinée aux entreprises de moins de 10 salariés. Des entreprises dites indépendantes, c'est-à-dire qui ne font pas partie d'un groupe de sociétés. Après, on n'a pas plus de définition pour l'instant sur comment est considéré un groupe de sociétés. Et quel que soit le statut de l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit une entreprise individuelle, un auto-entrepreneur, enfin un micro-entrepreneur maintenant, comme on doit dire, ou une société, hein, peu importe le statut. Par contre, cette entreprise devra faire un chiffre d'affaires, aura dû faire un chiffre d'affaires 2019 inférieur à 1 million d'euros. Elle doit être dans un secteur d'activité soit qui a été fermé par décision administrative, hein, les fameux décrets, ou alors dans un secteur qui est particulièrement touché, tel que l'hébergement, la restauration, les activités culturelles et sportives, événementielles, les foires et salons, ou le transport et l'entreposage. Et la grande question qu'on se pose, c'est qu'il y a un troisième tiré dans la présentation sur le site des impôts, et je ne sais pas si ces tirés sont cumulatifs ou non. Mais il est également question d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% entre la période du 21 février au 31 mars 2020 par rapport à la même période l'année précédente. Donc, du 21 février, ça va pas forcément être très simple à identifier, mais voilà. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si tous ces critères que je viens de vous lister sont cumulatifs, c'est-à-dire s'il faut absolument tous les remplir, ou si certains sont c'est l'un ou l'autre des critères qui s'appliquera. Hein. Voilà. Ce qu'il est également précisé sur le site des impôts, c'est qu'ils ont fait une estimation et pour eux, ça représenterait à peu près 400 000 entreprises en France. 400 000 entreprises en France, c'est finalement très peu. Hein. Donc attention. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. C'est un montant forfaitaire de 1500 euros. La question se pose si vous avez un chiffre d'affaires mensuel qui est inférieur à 1500 euros. Je ne sais pas si l'aide sera du coup versée à hauteur de ce montant-là. Et puis dernier point sur cette aide,
Elle sera à faire sur le site des impôts, sur votre espace professionnel, hein, sur impôts.gouv.fr. Et donc les impôts sont en train de travailler sur un formulaire qui sera à remplir, un formulaire assez simple qui demandera de renseigner un certain nombre d'informations telles que le SIREN, vos coordonnées bancaires pour percevoir l'aide, le montant du chiffre d'affaires et puis le montant de l'aide demandée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie aide de 2500 €. En dernier point, moi je voulais vous lister un petit peu ce qu'on attendait comme précision dans les ordonnances pour qui devrait paraître demain au journal officiel. Donc d'une part, on attend un certain nombre de précisions par rapport aux arrêts de travail qui sont liés à cette crise. Vous savez qu'il y a différents types d'arrêts qui ont été créés, tels que l'arrêt pour garde d'enfants, l'arrêt pour personnes vulnérables et puis l'arrêt pour cause de confinement et qui prévoit des suppressions de délais de carence de la sécurité sociale. Maintenant, on se pose beaucoup de questions sur la suppression également des délais de carence côté complément versé par l'employeur. Donc voilà, on espère qu'on aura dans les ordonnances ces précisions-là. On a également beaucoup de questions sur les conditions d'ancienneté liées à ce maintien de salaire par l'employeur, hein, puisque la plupart du temps, il est prévu que pour pouvoir bénéficier de ce maintien de salaire, il faut avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Est-ce qu'effectivement ça va être supprimé ou pas? Aucune idée pour l'instant. Enfin, on attend les ordonnances demain. On a également des précisions sur l'indemnisation de l'activité partielle, hein, côté entreprise, je vous l'évoquais tout à l'heure. Également des précisions qui devraient arriver sur les modalités de versement de l'intéressement et de la participation cette année. Voilà, et puis un certain nombre de points sur les congés payés. Voilà, c'est le point que je voulais aborder enfin. On en a parlé pas mal dans les médias, mais l'employeur aurait la possibilité d'imposer 6 jours de la pause de 6 jours de congés payés pour les salariés. Alors pour ce faire, il aura l'obligation de passer par un accord d'entreprise. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas doté d'un comité social et économique, vous allez devoir consulter l'ensemble de vos salariés qui ne sont probablement pas à disposition, puisque soit en arrêt, soit en télétravail, etc. Donc ça paraît un peu fastidieux à mettre en place si vous n'avez pas de CSE. Et le conseil, je pense qu'on peut donner, c'est plutôt de négocier directement auprès de vos salariés cette pause de congé payé qui aura un intérêt pour tout le monde, hein. D'un côté, le salarié, pas de perte de salaire, et puis de l'autre côté, pour vous, la diminution de ce compteur qui se retrouvera un peu plus tard quand les choses reprendront leur cours normal. Voilà de mon côté ce que j'avais prévu d'aborder avec vous. Alors je vais faire un peu le point sur les questions qui seront apparues en cours d'intervention. Alors, est-ce qu'au niveau de la technique, on peut me refaire ce petit retour? Hop là. Alors, j'attends, sinon je vais... alors, je vois un message là en direct. Effectivement, dès lors que vous avez un justificatif comme quoi vous devez fermer votre établissement par une procédure administrative,
le justificatif, il est à fournir à la directe, mais il y aura pas de difficulté. Mais il faut bien faire la démarche quand même d'aller d'ouvrir le dossier à la directe et de dire que vous aurez effectivement vous sollicitez cette demande d'activité partielle. Alors, c'est parti pour les questions. Donc, je vois que les questions, elles traitent principalement. Hop, je mets ça ici, ce sera plus pratique pour moi. Voilà. Alors, apparemment, il est question d'organismes de crédit qui refusent de décaler de 6 mois. Alors, dans ces cas-là, étant donné que ça faisait partie des mesures qui étaient annoncées par le gouvernement, ce qu'il faudra peut-être faire, c'est se rapprocher du médiateur du crédit et pour voir effectivement pour quelles raisons l'établissement bancaire refuse ce décalage et voir avec lui qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Alors, peut-être que certaines banques attendaient aussi d'avoir des précisions sur ce prêt de trésorerie avant de se positionner sur le reste des autres dispositions. Alors, sur BPI, comment faire alors, attendez, compte sur BPI ouvert, comment faire la banque on contacte par mail Alors, effectivement, si vous voulez que ce soit le cabinet qui se charge de votre demande de prêt de trésorerie dans le cadre de la procédure simplifiée que je vous ai exposée tout à l'heure, effectivement, vous venez en contact vers le collaborateur, vers votre interlocuteur habituel, hein, qui remontera à l'expert comptable qui pourra lui faire la démarche sur le site qui nous est dédié auprès de l'ordre des experts comptables. Voilà, qu'est-ce que je vois comme autre question comment se faire régler par ses clients? C'est une excellente question et c'est vrai que c'est un point d'attention particulier. Alors, je vous parlais tout à l'heure du prêt dans l'évaluation du prêt de trésorerie, c'est vrai que ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de bien régler, de bien prévoir de régler les fournisseurs que vous avez actuellement en portefeuille, parce que ça va être un principe citoyen, mais si tout le monde joue le jeu et si tout le monde règle ses échéances aux fournisseurs, eh bien, c'est comme ça que l'économie va repartir et va reprendre un cours le plus normal possible, le plus rapidement possible. Donc, c'est vrai que quand vous faites votre estimation du besoin de trésorerie que vous allez avoir à l'issue de la période, en tout cas pour tenir jusqu'à la reprise d'une activité normale, prenez bien en compte de régler vos fournisseurs. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper ça et voir ça auprès de votre banquier pour voir dans quelle mesure il peut vous accompagner. Il y a la partie prêt de trésorerie avec les 25% du chiffre d'affaires. Il peut peut-être y avoir aussi des nouvelles modalités de découvert bancaire ou voilà ou d'autres solutions qui peuvent être étudiées avec lui, des billets de trésorerie, des choses comme ça. Ça fait partie des sujets importants. Voilà, alors je vais essayer de balayer un petit peu les différentes questions. Je vois qu'on a à peu près pu vous répondre au fur et à mesure à certaines des questions. N'hésitez pas à me dire si ce live vous a apporté des réponses, si vous avez si vous avez envie qu'on en refasse d'autres, voilà, il faut surtout pas hésiter. Alors je vois que j'ai d'autres questions qui arrivent. Hop. Merci Lilian pour la technique. Alors, dans les nouvelles questions, alors est-ce qu'on peut mettre en congé sans solde? Alors là, je vous laisserai vous rapprocher de votre interlocuteur au pôle social, mais a priori, je vous dirais non. Quand on est dans le cadre d'une fermeture
total d'entreprise, il y a ce dispositif de chômage partiel, donc je ne pense pas qu'on puisse activer des congés sans solde. Mais ça reste un point qui serait à préciser. Alors, pour les 6 jours de congés payés imposés, alors effectivement, ça peut être d'anticiper un peu des congés sur ceux qui sont en cours d'acquisition. Hein. On est presque à la fin de la période d'acquisition, donc effectivement, ça pourrait être d'en anticiper. Alors, bien sûr, si vous avez des congés des périodes antérieures à solder, là, c'est évident de les solder, tant qu'à faire. Les commerciaux en B2B, on peut donc les mettre en chômage partiel. Alors, attention pour les commerciaux en B2B. Je sais que les VRP multicartes ne sont pas concernés par les dispositifs de chômage partiel. Les VRP exclusifs peuvent l'être sous réserve de ne pas être en forfait jour. Donc, il faut que dans leur contrat de travail, il y ait une notion d'horaire journalier précisé, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, attention là-dessus. Et là aussi, sur les forfaits jours, on attend des précisions dans les ordonnances qui vont paraître, puisque normalement, il était prévu que le dispositif du chômage partiel s'assouplisse pour les personnes qui sont en forfait jour, parce qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Imposer les RTT aux personnes en forfait jour, est-ce que c'est possible? Alors, pour les RTT, il faut déjà se référer à l'accord qui a mis en place ces RTT. Et il faut bien voir si dans cet accord, il était possible que l'employeur impose des RTT. Alors souvent, c'est un certain nombre de jours sur la totalité des jours RTT accordés dans l'année qui peuvent être imposés par l'employeur. Donc bien sûr, si vous en avez, enfin si votre accord prévoit ça, il faut y aller. Et puis si c'est pas le cas, eh bien ça veut dire qu'il faut négocier un accord d'entreprise et donc on revient à la case départ que je vous ai énoncée tout à l'heure. Alors autre sujet. Les employés de l'administration des ventes, si les magasins sont fermés, peuvent aller au chômage partiel. Alors effectivement, là encore, ça va être à vous d'expliquer auprès de la directe quelle est l'organisation de votre entreprise. Et effectivement, si vos magasins sont fermés, on peut imaginer que derrière, l'administration des ventes a beaucoup moins de travail. Alors peut-être qu'il y a quand même un minimum de travail à assurer pour prévenir les clients ou en tout cas pour assurer le suivi des choses qui étaient déjà en cours avant l'arrêt de l'activité. Mais tout ça, ça va être à expliquer à la directe et au maximum à justifier par tous les moyens possibles. Alors, dans le cas d'un apprenti et d'un soutien pédagogique, le chômage partiel n'est pas possible. Donc, c'est l'entreprise qui en a la charge. Alors, les apprentis, j'ai un doute. Je sais que le chômage partiel s'applique uniquement au contrat de travail, mais pour moi, un apprenti a un contrat, donc il me semblait qu'il était éligible au chômage partiel. Là, je vous avoue que je préfère pas m'avancer plus que ça. Il faudrait effectivement qu'on creuse un peu la question. Alors, j'ai encore une autre salve de questions. Je vois qu'au moins vous avez été nombreux à nous suivre et le sujet vous intéresse. C'est tant mieux. J'espère qu'on pourra y répondre. Alors, en tant que non salarié, effectivement, il y a peu de possibilités. Alors, en tant que non salarié, pour l'instant, hormis l'aide de 1 500 €, si effectivement vous rentrez dans les cases du dispositif, il y a pas mal de choses pour vous aider en termes de trésorerie immédiate, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu normalement les échéances soit du 20 mars, soit du 5 avril au niveau des cotisations sociales qui n'ont pas été prélevées et qui seront reportées sur les prochaines
échéances et donc ce sera étalé jusqu'à la fin de l'année. Il y avait éventuellement la possibilité de décaler le solde d'IS. Si vous avez des salariés, de décaler certaines charges sociales pour les reporter au 30 juin ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que sinon, en tant que TNS, pour l'instant, l'activité partielle ne vous est pas ouverte. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres points. On a fait un article dédié au statut, enfin aux mesures qui pouvaient s'appliquer aux dirigeants d'entreprise, qu'ils soient travailleurs non salariés ou qu'ils soient travailleurs non salariés ou assimilés salariés. Dans les aides qu'on peut notamment par contre mettre en place, qui existaient déjà avant mais qui du coup là prennent tout leur sens, ça peut être une modulation de vos échéances de cotisation sociale, puisque vous pouvez anticiper une baisse de revenus sur l'année 2020, et de la même manière au niveau de votre impôt sur le revenu, pardon, il est tout à fait possible de prévoir une modulation des acomptes à la baisse, puisque là encore, vous anticipez une baisse des revenus. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudra aller sur le site soit de la Sécurité sociale des indépendants, soit de l'URSSAF, selon selon l'organisme duquel vous dépendez, pour faire ces demandes de modulation, ou sur le site des impôts dans votre espace particulier pour la partie impôt sur le revenu. Je m'excuse. Alors, autre sujet. Alors, pour les apprentis, pour moi, il me semblait bien qu'il y avait un chômage partiel possible. Hein. Instinctivement, c'est la réponse que je vous aurais faite. C'est pour ça que j'ai été surprise tout à l'heure de la remarque qui m'a été faite, mais il y avait une notion de soutien pédagogique là sur lequel je suis pas capable de préciser. Alors, les prêts BPI en trésorerie sont-ils disponibles pour les entreprises qui ont perdu plusieurs KE de CA par rapport à ce qui était prévu, mais qui ont davantage de CA que l'année dernière? Alors, a priori, pour les prêts BPI France, il n'y a pas besoin de démontrer forcément une baisse d'activité. Par contre, j'ai envie de vous dire, ce qu'il faut, c'est démontrer que vous avez des difficultés de trésorerie, en fait, et que peut-être qu'effectivement, si vous êtes sur une progression, vous avez un BFR à financer qui est important, et donc dans ces cas-là, la crise fait que forcément la trésorerie se tend de plus en plus. Donc pour moi, il n'y a pas de notion d'être en perte de vitesse par rapport à l'année passée. Et puis, j'ai une autre question. Si nous pensons être en mesure de mettre la totalité des barrières et que nous avons pris la décision de fermer malgré tout, sommes-nous tout de même assurés de pouvoir bénéficier du chômage partiel? Alors, clairement, là, je dirais non. C'est clairement le cas qui est visé. Dans l'activité partielle, si vous avez la possibilité de maintenir le travail tout en assurant la sécurité de vos salariés, eh bien, la position du gouvernement est assez claire. Il faut absolument reprendre l'activité. Enfin, il aurait dû l'arrêter. Je vous conseille de la reprendre rapidement, puisque le risque, c'est de devoir supporter la totalité de la charge de salaire sans avoir l'indemnisation de chômage partiel. Donc, si vous avez vraiment la possibilité d'assurer les mesures barrières et d'assurer la sécurité de vos salariés, pour moi, ça ne peut pas être en tout cas le seul motif invoqué pour demander du chômage partiel. Peut-être que c'est le fait que la plupart de vos salariés sont absents pour cause de garde d'enfants ou pour cause de confinement parce qu'il y a eu un cas dans l'entreprise ou dans l'entourage proche, etc. Et donc c'est ça qui désorganise aussi votre activité et qui fait que pendant un temps donné, vous devez interrompre votre activité. Alors, mais oui, il y a vraiment plein de questions. Alors, voilà.
Quid des prélèvements eau et énergie? Alors là, il y a eu des accords passés au niveau national avec les principaux fournisseurs d'eau et d'énergie. Et donc, en fait, il faut faire la démarche d'aller vers votre service client et de demander un report des échéances des prochaines factures. Et puis les loyers dans les centres commerciaux fermés. Donc là encore, je sais qu'il y a eu un accord au niveau de la CNCC. Alors pour une fois, c'est pas la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, mais c'est le Centre national le Comité national des centres commerciaux, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, comme quoi, enfin, ce comité-là a bien demander à tous ses adhérents de faire des reports de loyer. Alors, c'est vrai que peut-être que certains bailleurs accepteront de faire une remise de loyer, c'est-à-dire d'abandonner complètement le loyer d'un mois ou deux. Ça, par contre, ce sera géré au cas par cas et c'est possible éventuellement si ce bailleur n'a pas d'échéance d'emprunt, lui, à, à assurer, ou si c'est pas parce que pour certains bailleurs il y a plus d'emprunt, mais c'est la principale source de revenus. Donc voilà, c'est vrai que chaque cas étant particulier, c'est à vous de vous rapprocher de chacun de vos fournisseurs à ce sujet-là. Alors ça continue. Ça continue. Comment voit-on sur le site activité partielle que la demande est acceptée? Si la demande est en provisoire, comment doit-on l'interpréter? Alors si c'est en provisoire, c'est que c'est en cours d'instruction. Et normalement, de toute façon, la directe notifie l'accord et motive éventuellement le refus. Donc si c'est en provisoire, c'est que c'est en cours de traitement. Alors, habituellement, la directe a 15 jours pour faire une réponse. Et là, normalement, dans le cadre de la crise du Covid-19, ils se sont engagés à répondre en 48 heures. Alors, le site a connu un engorgement important la semaine dernière qui fait que ça a été compliqué d'obtenir les codes pour créer le compte. Mais ça y est, la situation est en train de se débloquer. Et je sais qu'au niveau du cabinet, ça y est, ça avance. Voilà, mais écoutez, alors je vois que j'ai encore des questions. En micro-entreprise, activité déclarée secondaire, donc pas concernée par le forfait de 2500 euros. Est-ce qu'il y a des recours possibles? Alors, je pense que de toute façon, pour l'instant, cette aide de 1500 euros, elle n'est pas encore précisée par des textes. Normalement, elles feront l'objet d'ordonnances. Par contre, j'avais l'impression que c'était pas forcément dans les ordonnances qui paraîtront demain. Il y en aura d'autres qui vont venir par la suite. Donc, est-ce que cette aide, est-ce qu'on aura plus de précisions dans les textes à venir? Je peux pas vous dire. Je sais que j'ai beaucoup de demandes sur ce sujet-là et pour l'instant pas énormément de précision. Désolée. Alors, j'ai encore quelques questions. Alors, on peut avoir des questions effectivement sur des salariés qui refusent de reprendre le travail par peur. Donc, c'est ce qu'on appelle le fameux droit de retrait. Là, c'est clairement une situation qui est un peu complexe. Normalement, le droit de retrait ne peut pas s'appliquer dans le cadre de la pandémie là qu'on vit actuellement. Pour que le droit de retrait puisse s'appliquer, il faut vraiment que le salarié démontre que sa santé et sa sécurité sont en danger. Donc, il faut vraiment, dans ces contextes-là, je pense que c'est énormément de pédagogie à avoir avec vos salariés pour leur montrer que vous faites tout ce qu'il est possible pour organiser au mieux leur sécurité au travail, appliquer la distanciation, la rotation des équipes,
voilà, bien nettoyer, avoir des conditions pour pouvoir se laver les mains, nettoyer les surfaces s'il y a des surfaces de travail en commun, ce genre de choses. On vous a mis également, alors je crois que c'est dans l'article sur l'activité partielle, les préconisations du ministère du Travail sur les conditions de sécurité à respecter. Mais c'est vrai que le droit de retrait, c'est un sujet qui nous est posé de temps en temps. On a fait aussi un petit article sur ce sujet là récemment sur le site internet. Voilà, mais écoutez, il est, ça fait presque une heure que que je vous ai avec moi, donc euh, j'espère que ça vous a convenu, qu'on aura pu répondre à un maximum de réponses. Je me doute bien on n'a pas répondu à tout le monde. C'est un exercice qui peut être parfois compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs du cabinet si vous avez besoin de précision par rapport à ce qui a été annoncé. Et, et puis je vous dis probablement à bientôt puisque je pense qu'on réitérera l'exercice. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt.